Salut Romain, Salut Stéphane. très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. C'est ta deuxième apparition ici et tu étais venu la première fois pour nous parler de l'histoire des bases de données. Et on avait parcouru à ta méthode, à ta façon, et au travers de tes dashboards, en fait, on avait compris d'où venait telle database, quelle structure, qui sont les auteurs, les pays, les nationalités derrière. Voilà, tu as fait un super zoom sur l'histoire des databases. Et aujourd'hui, on reste un petit peu dans la data, Oui. toujours, hein, c'est le thème de l'émission, mais on va parler de transfert de fichiers. Alors, je crois que tout le monde a besoin de faire du transfert de fichiers. C'est un besoin universel qui existe depuis que l'IT est IT, mais je dirais qu'il y a transfert de fichiers et transfert de fichiers. Et toi, tu vas nous montrer en fait tes façons de faire ou ta façon de faire au travers d'outils que tu as écrits. Donc tu as cette approche consulting, services, architecture, mais tu as aussi une mission éditeur de logiciels quelque part. Exactement, exactement. Et depuis 2 ans, on a lancé une marque qui s'appelle ARP.io, ARPA.io. Et sous cette marque, en fait, on édite des logiciels. Donc, je ne suis pas tout seul, hein, on est plusieurs. Mais ces logiciels, ils sont issus d'une expérience avec beaucoup de problématiques de performance. Et on a retrouvé toujours les mêmes problèmes, hein, soit d'export, soit d'import, soit de transfert. Donc on a des outils pour gérer tout ça. Je vais vous en présenter un aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Celui que je vais vous présenter, c'est FastBCP. C'est un outil qui a pour but d'exporter les données depuis des bases de données relationnelles. Donc Ok. il ne fait pas tout, mais disons que les bases relationnelles, ça représente quand même aujourd'hui 75% des bases et de la structure de données structurées. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Ça peut servir à pas mal de gens. Ouais, alors bon, c'est un besoin universel, hein, on a toujours eu besoin depuis tout le temps de transfert des données. Alors, fast, ok, j'imagine que c'est rapide, mais BCP, ça veut dire quoi alors? C'était toujours bulk copy programme. D'accord. C'est issu d'un programme Microsoft qui s'appelle BCP, qui a pour objectif d'exporter ou d'importer même d'ailleurs des données depuis SQL Server. Donc nous, on va le voir, on exporte depuis plein d'autres bases et on exporte dans plein de formats différents. Donc on pourrait, c'était un Fart Smart BCP, il va un petit peu plus loin. Donc c'est des outils qui fonctionnent sous Windows et sous Linux, les deux. D'accord. C'est des lignes de commande et enfin, FastBCP, c'est une ligne de commande. Et ce qui est intéressant dans les lignes de commande, c'est qu'on peut l'intégrer à son écosystème très facilement. C'est pas comme un produit qui va essayer de venir remplacer un ETL. Non, en fait, il va venir s'intégrer dans les ETL existants. Il peut s'intégrer dans un container. Il peut s'intégrer dans une lambda. Donc, c'est super simple. C'est un petit fichier, un gros fichier d'exe quand même. Il fait plus d'une centaine de mégas. Mais par contre, il a tout dedans, donc il a tout pour fonctionner en autonomie. Donc il n'y a pas D'accord. besoin d'installer d'autres choses. Donc à gauche, là, on a une petite image pour représenter un petit peu les différentes sources qu'on adresse aujourd'hui. Hein. On va de Postgre jusqu'à ClickHouse, mais on passe par MySQL, SQL Server, Oracle, Netezza, SAP HANA, Teradata, et on adresse aussi la partie ODBC ou LDB quand on est sur Windows. Ouais, Parce qu'on peut pas. d'accord. Donc, tu as les essentiels, mais même plus que les essentiels, parce que Sapana, c'est pas rien, hein, c'est un gros monstre quelque part applicatif avec une logique métier très particulière. Tout à fait. Alors là, on adresse la base de données. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois des tables entre guillemets applicatives dans SAP. Et donc, celles-ci, on ne les adresse pas encore. On Ouais, y d'accord. travaille. C'est des choses qui sont dans le backlog. Mais par contre, on adresse la base de données brute directement. Donc là, ça va très vite aussi. Ouais, d'accord. Donc, c'est à toi de connaître je dirais le cheminement SAP pour extraire les bonnes infos. D'accord. Ouais, tout à fait. Mais bon, ceux qui ont pratiqué SAP, ils connaissent quand même bien les tables. Et Ouais. quand ils veulent les extraire, ils disent OK, bon, voilà, j'ai la QNNN ou QNNP. Enfin, il y a toute une série de tables qui sont connues, en fait.
Ouais, une nomenclature bien connue, d'accord. Ouais, tout à fait. Ensuite, en fait, on va cibler des fichiers CSV. Ça reste aujourd'hui, hein, un format très répandu, même si je lui préfère de loin le format Parquet, Ouais, qui commence à avoir une prédominance dans le monde de l'analytique. Aujourd'hui, les lakes de données sont basés sur des fichiers Parquet essentiellement. ouais. On Et puis Parquet, après, c'est la porte ouverte vers, Iceberg, un format dont on parle de plus en plus et ainsi de suite. Donc, Exactement. avoir Parquet, bon, c'est un fondamental, hein. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Et puis, on a aussi JSON, parce que, il y a des gens qui aiment bien JSON, et on a Excel aussi. On peut sortir en Excel. Alors parce que, il y a pas mal de gens qui exportent en CSV pour réimporter dans Excel. Donc nous, on s'est dit: «Bon, on pourrait peut-être, exporter directement dans Excel». Il y a des limitations, hein, bien sûr, Excel, on peut pas dépasser 1 million de lignes. C'est 1 million et quelques pouillèmes. On peut pas avoir, trop de colonnes non plus. Donc il y a un cadre par feuille qui est, restrictif. Contrairement D'accord. au CSV où le CSV, on peut avoir, des volumes importants comme le Parquet ou le JSON. D'accord, donc des formats de sortie, très pragmatiques, très courants et bon Excel depuis le temps qu'on veut le voir mourir, on n'y arrive pas donc Non. il fallait le mettre et puis, JSON, j'étais, avec un confrère tout à l'heure, Paul Péton d'ailleurs que je salue, salut Paul. On parlait justement du format JSON, que c'était un format, friendly pour faire du LLM, hein. Ouais, tout à fait. Donc, ça reste un grand, enfin un vrai besoin. Alors, c'est pas marqué ici, sur ce schéma, mais on peut aussi exporter en BSON. Donc Oui, BSON, c'est le format pour Mongo. MongoDB, Voilà. absolument. Donc pour réimporter un petit peu, plus vite les données D'accord. dans Mongo. Le hasard fait que j'ai écrit un article hier sur MongoDB, ouais, effectivement, et je redécouvre un peu les structures key value qui sont finalement très simples à manipuler et très puissantes aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ensuite, on a, le stockage, où on va, mettre nos fichiers. Il y a quand même, encore beaucoup de gens qui sont on premise. Tout le monde n'est pas dans le cloud et donc des fois, on veut faire des exports, CSV pour, ses utilisateurs directement. Donc ça, on peut le faire avec cet outil, c'est parfait. On peut mettre ça sur un répertoire local, sur un répertoire remote, sur un NAS, hein, dans l'entreprise, OK, du moment qu'on a les droits d'écriture, bien sûr, dans ces endroits-là. Il y a des gens aussi qui aiment pas trop avoir leur base connectée au cloud directement, chose qu'on peut faire, je vais l'expliquer et donc qui préfèrent dumper, sur des stockages locaux et ensuite sur ce stockage locaux, après ils font sortir, la donnée à l'extérieur. Ils Au niveau de la sécurité, ça permet de restreindre, la surface «d'attaque» entre guillemets, au serveur de fichiers et pas au serveur de base de données, quoi. d'accord. Bon, ça, c'est une autre approche. Mais en tout cas, il y a toujours besoin d'export on-prem, hein, Ouais, c'est bah, quand même pratique, hein. Il y a beaucoup des fois des data scientists qui aiment bien avoir leurs fichiers sur leurs postes locaux, hein. ouais Ça perdure encore. et puis banque, assurance, il y a beaucoup d'on-prem encore, Tout à fait. voilà, donc ça restera, c'est pareil, on va pas arriver à le faire mourir l'on-prem, peut-être même qu'il va revivre de plus en plus avec ce qui nous arrive, Exactement. Eh oui, oui, oui. Quand on veut pas être vendeur locking, on revient heu, on-prem, hein. exactement, exactement. Voilà, donc cet outil, il peut aussi cibler, du AWS S3, hein. C'est quand même, le directement dans le cloud, donc on passe pas par un fichier local. On va streamer, directement en faisant, des multipart upload. Donc c'est une technique qui permet de streamer la data directement sur des objects D'accord, dans un object storage. Donc, d'accord, on peut cibler Azure avec, du Azure Blob Storage, pas cher, ou du ADLS Gen 2, qui est un petit peu plus technique, mais du coup, nous, on le fait aussi. On peut, cibler Google avec GCS et puis on peut, cibler aussi tous les S3 compatibles. Donc, ça peut être, du OVH. d'accord. Donc j'en profite puisqu'on est, dans le startup programme d'OVH, cette Mmh. année. Ouais, super. On peut cibler du Minayo, Ouais, qui donc fait du parler ils font parler d'eux en pas bien en ce moment d'ailleurs, et hein. ouais, parce que bon, ils tarifient un peu plus cher, quoi, voilà. Ouais et puis ils enlèvent des features, Sur de la community edition à Edition, ouais, ouais, ouais. voilà, bon.
C'est toujours la difficulté sur l'open source de se dire: «Bon, est-ce que ça va rester tout le temps open source?» hein, Exactement. mmh. Et puis l'autre actu, bon, dont on a parlé beaucoup sur LinkedIn, la fusion entre dbt et Fivetran, Voilà. hein. Donc l'open source, bon, c'est un autre sujet, là on dérape, Ouais, on dérape, ouais. mais OK, Mais ouais, on y reviendra peut-être, pour un autre épisode. tout à fait, tout à fait. Et du bon et du risqué aussi. Ouais, ouais, Voilà, donc le Minayo, on peut aussi l'avoir chez soi. ouais, Aussi complètement. on-prem parce qu'on en On-prem. a object storage. Mais les object storage, ils peuvent être faits par des constructeurs de SAN, hein, Dell, HP, ils fournissent de l'infrastructure avec de l'object storage on-prem. Ouais, Voilà, clair. ça marche aussi. À côté, à droite, on a la ligne de commande de FastBCP, donc on définit, le type de connexion, la source, le serveur, l'authentification, donc là, c'est de l'authentification intégrée, la base de données. Ensuite, bah, où est-ce qu'on veut déposer notre fichier? Quel est le fichier? Donc le type de cible, c'est piloté par l'extension. D'accord, Donc quand on met .json, bah, ça va sortir un JSON. Si on met un .csv, ça sort un .csv, un .parquet, et cetera. tout simplement. Tout D'accord, simplement. Et après, bah, on a, décimal séparateur, délimiteur, date format, encodage. Ça, c'est pour, plutôt la partie, JSON et CSV. Pour Parquet, on n'a pas besoin de délimiteur, hein, ça sert à rien. Bon, si on les met, ça casse pas le truc, hein, ça marche quand même. OK. Et puis, on a des trucs un petit peu plus compliqués qui vont permettre de splitter les fichiers et d'accélérer. D'accord. D'accord? De paralléliser l'export et c'est ça qui fait que FastBCP est fast. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, non, mais Mmh. c'est super important, hein, quand tu as des terras à mouvementer, je pense qu'il Ah oui, oui, tout à fait, ouais. vaut mieux avoir le bon moteur dessous, hein. Ouais, nous, ce qu'on on pense, c'est qu'il est super simple. C'est-à-dire que, voilà, on a une ligne de commande, on exporte, une table ou une query. On peut même mettre une requête en paramètre et ça peut, nous le faire en single thread ou en multithread et c'est quand même beaucoup plus simple que, à chaque fois de se palucher des trucs qui peuvent être compliqués à faire. Ça D'accord, ça utilise très peu de mémoire, donc on est en low memory, ça veut dire qu'on stream. C'est-à-dire qu'on va pas monter l'intégralité des données à exporter pour ensuite les dumper ouais, comme, d'accord. le font, certains outils, comme du Panda, par exemple, ou comme, des fois du Talend. Nous, on va streamer la donnée d'un bout à l'autre et on va écrire, directement dans le fichier cible. D'accord, donc tu économises les ressources mémoire, autant que possible, quoi. Exactement, ouais. D'accord, et tu es en mode, il y a pas d'incrémental, hein, c'est tout ou rien, hein, c'est ça? Alors, on a 2 modes. On a un mode, en fait, enfin, là, sur un fichier, si, oui, effectivement. Sur les fichiers, en fait, on écrase le fichier. Ouais, On a un autre outil qui fait de base à base et là, sur de l'import et là, on a 2 modes. On peut untruncate ou alors on peut append. Voilà. OK. Heu, en fait, on est aussi assez professionnel sur la partie log parce que faire un outil, c'est bien, mais avoir des logs, c'est mieux parce que des fois, ça se passe pas bien et donc on veut savoir ce qui va bien. Et donc l'outil, là, on le voit en dessous, il a plusieurs, possibilités de log. Donc il peut loguer en console, il peut loguer sur des fichiers JSON et il peut loguer en base de données. Donc d'ailleurs les bases de données, on a deux flavors comme on dit, on a SQL Server et Postgres et on peut écrire sur les 3 D'accord, en même temps. tu peux doubler, tripler si Voilà. besoin. On a D'accord. un fichier de conf qui dit où c'est qu'on écrit, et quel niveau de finesse on veut mettre dans la log. D'accord, donc ça me paraît, très abordable, temps d'apprentissage, très court. Très court, hein, on Ouais, est voilà. Après, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en fait, on a fait ce produit, et pourquoi on a voulu faire quelque chose qui soit parallélisable. Je vais faire une petite présentation plus, heu, hop, académique comme ça. Là, c'est un autre outil Fast Transfer, mais c'est exactement la même philosophie, sauf qu'en fait, on va pas sourcer, enfin, on va pas cibler, pardon, des fichiers, mais on va cibler des bases de données, mais l'idée est la même. Heu, donc là, c'était pourquoi utiliser Fast Transfer ou FastBCP, hein. C'était pourquoi, on bouge, est-ce qu'on bouge des données? Puis en fait, est-ce qu'on les bouge rapidement?
plupart du temps, on en bouge des données tout le temps, hein. Ouais. Et le problème, c'est est-ce que quand c'est pas assez rapide, qu'est-ce que vous faites, quoi? Alors, il y a déjà des gens qui vous disent: «Bah, en fait, pour que ça soit plus rapide, tu as qu'à augmenter la taille de ta VM ou prendre une plus grosse instance cloud pour aller plus vite». Ou et là, en fait, on a des petits problèmes. C'est pas toujours si simple. Ouais. En fait, cette approche, elle date il y a une vingtaine d'années, hein, même avant, hein. Avant, on n'avait qu'un seul cœur pour un CPU. Et chaque année, la fréquence du cœur augmentait, voire doublait. Ouais. Donc, en quelques années, en fait, on passait de 0,2 GHz à 3,8 GHz. C'était fois 19 en termes de puissance. Donc, c'était cool. On se mettait en 2000, on avait une machine à 1,3, on achetait une machine plus récente, et ça allait 4 fois plus vite, quoi. Ouais. En 2004, on a acheté une autre machine 4 ans plus tard, tous les traitements allaient 4 fois plus vite. C'est génial. Ensuite, il y a eu un petit problème, enfin un petit problème, il y a eu des limites physiques, qui ont fait qu'on ne pouvait plus aller, plus vite. Et donc, la fréquence des cœurs a commencé à stagner et on a ajouté des cœurs aux puces. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, on montait à des équivalents de 6,4 GHz. Donc c'est la puissance équivalente, hein, je la calcule en gigahertz, qui commence à monter. Et puis, ben, en 2024, on se retrouve avec une puissance équivalente de 288 GHz. 75 fois mieux qu'en 2004. Énorme. C'est énorme, hein. Ouais. Donc ça, c'est cool. On s'est dit, bah ouais, nickel. Mais est-ce que les temps de transfert, ils ont été divisés par 75 ou au moins par 10? Ouais. Bah, en fait, la plupart du temps, non. Ouais, Les c'est resté linéaire, plat, quoi. Ouais, c'est resté plat. Alors pourquoi? Eh ben, parce que la plupart des traitements, sont single threadés, en fait. Ouais. Ils tournent sur un seul cœur. Et quand on découpe le premier graphe que je vous ai montré en haut avec la croissance de la puissance théorique, ben, on s'aperçoit qu'elle est découpée en 2 sous-indicateurs. Le nombre de cœurs qui, lui, bah, monte de manière exponentielle. On passe de 2 à 144. Ouais. Et la fréquence des cœurs qui, elle, eh ben, bizarrement, réduit, descend. Étonnant ça, ouais. Et ouais, 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 alors parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cœurs aujourd'hui, quand on a un PC laptop, on voit qu'on a un mode turbo et donc quand le mode turbo est activé, on voit que ça monte un petit peu plus que 3,8, hein. Ça peut monter jusqu'à 5 GHz, voilà. Mais quand on est sur une VM, en fait, on est sur la fréquence de base, donc la fréquence basse. Ouais, d'accord. Quand on est sur, un cloud provider, à moins d'être sur une instance métal, si on est sur une instance classique, en fait, on va avoir aussi cette fréquence de base. Parce que l'objectif du cloud provider, c'est pas, de faire brûler son data center, Ouais, c'est ça, voilà. c'est de consommer le moins d'énergie possible pour payer le moins possible et que ça soit stable. Ouais, c'est ça. Voilà, Donc là, on marche à l'économie, c'est-à-dire on parallélise, mais avec des fréquences, maîtrisées. maîtriser, exactement. Ouais, d'accord. Donc ça, ben, ça veut dire qu'en fait, on est bloqué, en 2024. En 2004, aujourd'hui. Et en 2004, je sais pas si vous vous rappelez ce que c'était, mais c'était ça. Bon, du coup, Ça nous rajeunit un peu là. ouais, là, ça y est, on y est. Bah, on a besoin d'évoluer un petit peu quand même et on a besoin de parallélisme. Donc, dans le parallélisme, on peut se dire: «Bah, OK, si je fais un export ou un import ou un transfert de table, j'ai qu'à paralléliser, plusieurs tables à la fois. Mmh mh. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les grosses tables?» Ouais. Alors la question c'est quoi une grosse table? Ouais, je sais pas, quelque chose qui tient pas en mémoire, quelque chose qui N tient plus sur disque. non, 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 non. Une grosse table, c'est une table qui est bien plus grosse que les autres. C'est Bon, tout, c'est ouais, tout. En fait, il y a pas de question de taille. Pour moi, une grande table, c'est vraiment une table qui est beaucoup plus grosse que les autres et c'est elle ou quelques-unes comme ça qui vont faire la différence. ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, elles vont pas pouvoir être parallélisées, en fait et c'est elles qui vont prendre du temps.
Ouais, c'est d'accord. Est-ce que vous avez des grandes tables? Ce que je posais la question dans la présentation, la plupart du temps, bah oui, il y a toujours des tables qui ont des tailles différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on transfère des tables, plusieurs tables, en simultané? Donc là, j'essaye de faire un graphe. Et donc, en abscisse le temps et en ordonnée le CPU. Quand on va démarrer, en fait, toutes les tables vont commencer à se lancer. On a une saturation CPU, puis après, les petites tables sont passées. On Ouais, descend, d'accord. le CPU descend, il y a de moins en moins de tables à copier. Et puis ensuite, on a un graphique en longue traîne. Ouais, Voilà. d'accord. OK. Ça paraît cohérent comme ça. Tout ça, ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. Je vois beaucoup dans mes audits, j'en ai vu plein de trucs comme ça, où on se dit: «Mais putain, la machine, elle travaille pas et c'est lent et c'est lent et c'est lent et c'est lent». Alors là, on se dit: «Ah bah tiens, on n'a qu'à ajouter du CPU sur la machine». OK, Ouais. bon, ajoutons du CPU sur la machine. Bah, en fait, le plateau, est réduit, mais dès que le plateau est franchi, en fait, on retrouve la même courbe, en fait. Parce Ouais, qu'on est d'accord. on est plus saturé, au niveau du CPU. Ouais, donc il y a ce pic que toujours, Voilà, parce un que là, pic. on essaye de faire toutes les tables en même temps. On se dit: «OK, tiens, bah, je vais paralléliser, mon unité de parallélisation, c'est la table. J'ai 50 tables, je balance, je sais pas, 20 tables à la fois et en fait ou 50 tables tout d'un coup». Bon, bah, au début, il y a bien de la parallélisation, on va bien les saturer la machine en CPU. C'est ce qu'on veut, on va aller vite, mais très vite, les petites tables, bah, sont terminées et il reste plus que les grosses. Et à la fin, bah, que, là où les 2 grosses tables qui Ouais, vont, bah, prendre, 5 ou 10 de CPU seulement, par ouais, rapport d'accord. à la totalité de la machine. D'accord. Donc on a besoin d'intra-parallélisme pour charger une seule table. D'accord. Alors parallélisme, je vois. Intraparallélisme, Ouais, en tu fait, vas nous tu vas nous éclairer. ouais, voilà, j'ai essayé de vous éclairer. Je veux dire comment, on fait? Bah, pour, faire ça, donc là, c'est le parallèle copie avec Fast Transfer, mais c'est la même idée avec FastBCP, sauf qu'on va envoyer ça dans des fichiers. En fait, on va créer des chunks à la source, D'accord. d'accord? Donc on va découper la table qu'on veut prendre en morceaux pour découper un chunk et ensuite, bah, une fois que le chunk il est fait, on va le pousser jusqu'à sa cible. Ouais, d'accord. Donc là, c'est sur Fast Transfer, mais sinon ça part sur un fichier CSV, ou un fichier Parquet ou un fichier JSON différent à chaque chunk. D'accord et chaque chunk correspond à un thread différent certainement? Exactement. OK. Chaque chunk va faire travailler un cœur. Voilà. Et donc on peut, du coup scaler comme ça et découper sa table. Alors là, la question, c'est comment ensuite on va découper notre table à la source? Parce que Ouais. nous, en fait, on se dit, on peut essayer de se dire, on peut découper au niveau du driver, mais si la source, elle est pas capable de nous fournir suffisamment vite de la donnée, on va rien gagner. Donc il faut essayer de découper les données plus tôt, Ouais. vraiment à la source, en fait. Donc tu fais une pré-analyse, en amont, c'est ça? Quelque chose comme ça, non? Ouais, en fait, on a différentes Mmh. méthodes, je vais te les montrer. On a différentes méthodes de parallélisme qui sont accessibles par un paramètre, qui s'appelle méthode, et ce paramètre, il a différentes valeurs. Donc, la première valeur, c'est none, c'est-à-dire qu'on va pas faire de parallélisme, tout OK. simplement. Copie simple, d'accord. Copie simple, voilà. Ensuite, on a random, c'est la deuxième méthode qu'on a créée pour tester, justement cette parallélisation. Donc là, on a besoin d'une colonne numérique et on va prendre le modulo D'accord. de la colonne numérique. On va générer des where. Donc, ça va générer autant de where que le degré qu'on veut mettre Ouais, d'accord, d'accord. et on va reprendre le résultat du modulo de cette colonne. Donc il faut que cette colonne, elle soit Bien ré distribuée, bien Ouais, bien répartie. réparti, c'est Eh ça, oui, on est si tu as d'accord. qu'une seule ou 2 valeurs, tu pourras pas, Ça paralléliser sur cette colonne numérique. Il faut ça une servira à rien, Ça ouais. servira à rien, OK. exactement. Ensuite, la deuxième méthode qu'on a créée, c'est setID. Donc là, on se base sur c'est uniquement pour Postgres ou les Postgres compatibles et les Postgres compatibles, il y en a
une trentaine quand même de bases qui sont Postgre Ouais, compatibles. et puis c'est populaire, hein, avec les rachats de Neon et puis, Exactement, ouais. par, Databricks et Snowflake, hein. Exactement. Non, non, mais il y a vraiment de quoi faire avec PostgreSQL. Il y a cette colonne technique qui permet de découper la table sans avoir aucune idée de sa structure. Donc, j'ai pas besoin de connaître le nom des colonnes, rien. Ouais, Je dis, OK, je veux découper avec la méthode setid et tu vas me donner un degré de parallélisme X. d'accord, et ça, c'est intégré de base dans les schémas ou tu dois le générer quand même quelque part, non? Non, non, c'est natif en C'est fait. natif, d'accord, je Ouais, ouais, connaissais c'est pas, tu vois? natif. Ouais, tout OK. à fait. Alors, il y a quasiment toutes les tables ont un setid. Après, par exemple, quand tu as des extensions comme, Citus, je sais pas si tu connais Citus sur Non, ça me Postgres, parle pas, non? c'est une extension qui permet d'avoir des données colonnaires dans Postgres Ouais, d'accord. et quand tu as des données colonnaires, en fait, tu as plus de setid, ça marche pas. OK. D'accord? Mais pour les autres, ça marche très bien. Nous, on utilise cette méthode setid, chez Enedis pour transférer 150 tables de Postgres à SQL Server en 12 minutes. Et au niveau volume, on est à plusieurs centaines de gigas, quoi, hein. Ouais, d'accord. Donc ça, Et c'est la méthode, je dirais, facile d'accès, ces titres, ça te répartit, assez correctement le flux sur, ouais, plusieurs threads. tout à D'accord. fait, tout à fait. C'est assez magique, hein. Donc des fois, il y a des chunks qui sont un peu plus gros que les autres. C'est pas parfaitement réparti, mais c'est bien réparti la plupart du temps et surtout, ça coûte très peu cher à établir. Le random aussi est pas cher parce qu'en fait, faire un modulo d'une colonne, en fait, il y a aucun calcul préalable. Ouais, d'accord. Sur Netezza, on a un «équivalent» entre guillemets qui s'appelle NZ Data Slice. Donc sur Netezza, c'est des appliances IBM. Les données sont réparties, sur plusieurs nœuds et dans ces nœuds, il y a un sous-découpage. Donc on peut, récupérer la liste des data slices du serveur D'accord. et toutes les tables, en fait, elles vont être découpées sur ces data slices. Plus ou enfin, pas toutes, mais les grosses en tout cas. OK, d'accord. Donc chaque base a sa particularité, son petit truc en plus, quoi. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc on a exploré, hein, parce qu'on a eu des besoins, d'utilisation, sur des grosses migrations. Par exemple, Netezza, on a fait des grosses migrations de Netezza vers SQL Server. En fait, on s'est aperçu que, enfin, c'est pour ça qu'on a créé Fast Transfer, c'était le seul moyen de transférer de tels volumes, sans avoir besoin de 100 téras de stockage intermédiaire, quoi. Ouais, d'accord, et j'imagine que ton produit a évolué, par itération en fonction des Oui. besoins clients, tu as rajouté Ouais, des voilà, exactement. d'accord. Et Donc puis on là a fouillé nous-mêmes, hein, aussi, hein, en fonction des besoins clients et puis ensuite par plaisir, hein, on est allé chercher en fait des techniques, qui nous permettaient d'adresser encore plus de bases, quoi. ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Range ID, donc ça a l'air tout bête, mais c'est hyper utile quand tu as un identifiant qui tu vois, qui est tout le temps croissant, un identity. OK. Tu prends le range ID, en fait, il prend le min et le max, donc il va faire 2 requêtes, enfin 1, il fait une requête, il dit: «Donne-moi le min, donne-moi le max de la colonne numérique de distribution». Il va trouver un intervalle Ouais, d'accord. Un et time ensuite, series, ça s'y prête? Tu as un time series ou pas trop, non? bah, le time series, il va pas avoir de colonne numérique, il va avoir une colonne, il va Un avoir timestamp? un timestamp, ouais. Ouais, Mais on va le voir, il y a d'autres, techniques pour ça. Mais l'idée après, bon, si le timestamp il est en format numérique, ça va pas forcément être tout à fait juste. Le range ID, enfin, ça va pas forcément bien répartir parce que tu pourrais avoir, je sais pas, pendant un mois, tu as pris beaucoup de mesures et ah puis ouais, après tu en as plus pris du tout, et en fait, tu vois, c'est pas bien réparti. ouais, Le d'accord. range ID, il est plutôt bien fait pour, quand tu as un identifiant, identity, donc là, c'est parfait. Il te prend, début, fin, il te découpe, je sais pas, tu as 1 000 000 de lignes, donc ça Il part de il et tu découpes en 10, donc tu vas avoir des tranches de 100 000, de 1 ah à d'accord, 990 000, de 100 000 à 199 000 et cetera. d'accord. OK? Après data driven, donc ça, c'est une de mes méthodes préférées parce qu'en fait, elle ouvre, d'énormes portes dans plein de choses. Donc là, on se base sur une colonne. On lui donne une colonne, donc n'importe laquelle, numérique, enfin, alphanumérique, date, ou une expression. C'est là où ça devient très fort. On peut lui donner, ouais, year de order date.
D'accord, donc là, tu rentres dans une logique business déjà, tu peux Voilà, donc OK, là, je vais découper la source en fonction de critères business et je vais injecter, en fait, je vais lancer en parallèle plusieurs requêtes qui vont avoir des where différents ouais, d'accord. en fonction des données, qui sont dans la table ou que je lui ai données. Il y a une autre possibilité avec Data Driven, on peut lui dire de ne pas extraire toute la table, mais seulement une partie D'accord. en fonction des valeurs qui sont, dans le driven, quoi. D'accord. Et là, on pourrait presque imaginer une sorte de CDC, un Chain Data Capture presque. Aussi, ouais, en fait, ce serait pas un CDC, ça serait un delta load, en fait. Ouais, Delta Load, ouais, plutôt, voilà. Voilà, On donc est là, d'accord. tout à fait, exactement. Bah, tu comprends vite, hein. Effectivement, c'est tout à fait l'idée. On peut tout charger, en data driven jour par jour et puis, du coup, on a plein de comment ça s'appelle? De jours, de petits fichiers, un par Ouais. jour D'accord. et puis après, on dit: «Ah bah tiens, je veux recharger que les 30 derniers jours». Donc Ouais. là, on va venir chercher que les 30 derniers et écraser les fichiers des 30 derniers jours. OK. C'est ce qui me paraît le plus flexible, une granulométrie, plus business, en fait. Ah, exactement, plus business. Mais on peut aussi attaquer des colonnes techniques. Par exemple, on peut lui dire, «Attaque-moi la colonne» dans SQL Server, tu as une métacolonne qui s'appelle $partition et tu peux lui dire, bah, de splitter par partition de la table. Tu as pas besoin de savoir comment elle est partitionnée, tu lui dis juste, «OK, tu vas utiliser la $partition» et lui, il va dire: «OK, bah, qu'est-ce que j'ai comme valeur dans cette colonne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à, je sais pas, 500» parce qu'il y a des partitions par mois ou par jour ou par semaine mélangées, hein, ça peut être ça sous SQL Server et lui, il va extraire les données. D'accord. Sur Oracle, on a ROID, donc c'est un petit peu la même idée que Setid et NZ Data Slice, il y a pas besoin de colonne. En fait, on se base sur le ROID de la table Oracle. OK. Donc quasiment toutes les tables Oracle ont des ROID, sauf les tables qui sont Index Organized Table, les IoT. Donc là, on aura plutôt tendance à prendre RangeID, mais pour toutes les autres, on peut prendre ROID. OK. NTIL, donc c'est une technique qui permet de découper et on a besoin d'une colonne là aussi. Elle peut être, de n'importe quel type, numérique, date ou varchar et lui, il va calculer la distribution la plus homogène possible en fonction de cette colonne. Donc là, par exemple, ton time series où tu me disais: «Bah, ouais, tiens, j'aimerais bien utiliser ça» et puis on imagine qu'il y a eu un gros enregistrement, il y a eu beaucoup d'enregistrements pendant un temps, puis un peu moins après. On pourrait lui donner cette méthode-là et en fait, il va nous découper, heu, des périodes qui vont répartir, suivant D'accord. le degré, de manière homogène. Donc, quand il y aura beaucoup d'enregistrements et ben, il fera, des dates resserrées et puis, ensuite quand il y en a beaucoup moins, il va nous prendre une grosse période beaucoup plus longue parce que, bah, en fait, il faudra 1 an d'équivalent pour avoir 1 mois avant, quoi. Ouais, d'accord. Donc Donc, c'est lui qui slice de manière proportionnée, voilà. d'accord, d'accord. Et donc cette technique-là, elle impose en fait de faire une requête préalable sur la table, comme RangeID d'ailleurs, hein, comme Data Driven, sur la table pour ensuite pouvoir la découper. Ouais, Donc d'accord. donc Bon, il y a un petit temps avant que ça parte. bon, ça paraît logique, hein. Tu fais travailler la base en amont pour la mettre dans le bon tuyau, enfin dans la bonne forme. Exactement. OK. Et pour finir, sur SQL Server, on a trouvé, c'est, assez récent, une technique qui ressemble aux autres, hein, qui permettent de découper plus ou moins bien d'ailleurs, hein, mais bon, quand il y a des grosses tables, ça découpe quand même pas mal et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de colonnes techniques. Donc c'est pas la meilleure quand on a des super grosses tables, vaut mieux, cibler des méthodes, comme RangeID ou Data Driven ou Until. Mais, par contre, quand on a des tables moyennes, c'est pas mal, ça fait quand même bien le taf, quoi. D'accord. Bah, tu vois, Voilà. je soupçonnais pas l'étendue des options possibles Ouais, et ben, mmh, moi non plus, au début. Au début, mais c'est vrai que, bah, il a fallu chercher quand même pas mal et c'est ça qui est intéressant. Bon, alors, du coup, je vais essayer de faire une petite démo.
Allez, go. Voilà, tac, tac, tac. Oui, voilà. Ça, c'est pas la démo. On va faire ça ici. Hop. Donc, c'est du live. Ouais, c'est du live. Donc, les effets démo, vous m'excuserez, mais on verra. Donc là, je vais vous faire une démo. Oui, vous voyez mon écran. Ouais, on voit ton écran. Je l'ai mis en grand écran, donc je nous ai fait disparaître. Ok, ça marche. Donc là, je vais faire un petit export pour montrer les différents types d'export qu'on peut avoir à partir d'une seule table. Donc, c'est une petite table qui est sur une base de données SQL Server qui est sur mon poste. Voilà, 18 000 lignes. Et comment ça se passe? En fait, on va appeler le FastBCP, donc c'est une ligne de commande, là c'est du PowerShell. Donc, ce PowerShell, il peut être automatisé, il peut être mis dans un cron. Enfin, sur Linux, ça sera du bash. Voilà, mais... Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je lui passe une requête. Donc, je sélectionne certaines colonnes, pas toutes. D'accord. Je me connecte avec mon compte Windows. Donc, voilà, c'est pré-paramétré comme ça, d'accord. Voilà, c'est paramétré comme ça. Et je vais l'envoyer localement, donc sur un répertoire des output data, AdventureWorks, CSV. Je lui donne un nom, dimscustomer.csv, et puis un séparateur, tout ça. Et je peux lui donner un run ID. Alors, le run ID, c'est intéressant, c'est quand on veut, dans les logs, corréler avec un ID, un run ID appelant. D'accord. Parce qu'on peut être dans un méga batch et en fait, on voudrait appeler ça pour 150 tables et on voudrait quand même qu'on ait quelque chose qui relie le run de ces 150 tables, tu vois. Donc là, on peut passer le run ID. Là, c'est juste décoratif, c'est moi qui l'ai mis à la main, mais on peut injecter autre chose. C'est une étiquette, en fait, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une étiquette. Donc là, dans mon répertoire des output data, là, vous le voyez, en fait, il n'y a rien. Pour l'instant, il est vide. Il est vide, ouais. Donc là, je run l'outil. Hop. Voilà, donc là, il est sorti. Il m'a dit qu'il avait passé 444 millisecondes. Alors, c'est un petit peu plus long ici parce qu'en fait, on est dans un notebook. Ouais, donc, le notebook, en fait, il prend un petit peu plus de temps, mais l'outil lui-même, il va beaucoup plus vite. Et en fait, on voit apparaître l'arborescence dans lequel je lui ai demandé de mettre mon outil. J'ai mes champs. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Hein. Ouais, ça fait le job. Ça fait le job. Hyper rapide. Voilà. Après, en fait, je veux l'envoyer dans du JSON. Donc, ce que j'ai changé, c'est juste, j'ai mis .json. Après, je l'ai mis dans un autre répertoire pour qu'on y voit plus clair. Okay. Mais je lance de la même façon. Hop, il me ressort les 18 000 lignes, un petit peu plus vite là, mais voilà. Et je me retrouve avec mon répertoire JSON et les données JSON à l'intérieur. Et là, tout de suite, on voit la taille a largement augmenté. Ah ouais, tout à fait. C'est le format JSON, hein. Il est verbeux. Alors, oui, il est verbeux. Puis avant, j'avais demandé que 3 colonnes. Là, j'ai demandé toute la table. Ouais, d'accord. D'un coup, j'ai plus de colonnes. Hein. Voilà. Hop là, je suis sorti de ma démo. Avec DuckDB toujours là, on peut aller voir ce qu'il y a dedans, hein, dans le fichier JSON. DuckDB, le petit canard à plume qui monte. Exactement. Donc, moi, je l'adore, hein, ce petit canard à plume. D'ailleurs, dans Fast Transfer, l'autre outil qui envoie vers les bases de données, on l'a intégré, il est à l'intérieur. Ouais. Et il nous permet justement d'importer dans toutes les bases que tu as vues, Postgre, Oracle, SQL Server, des fichiers JSON, CSV, du Iceberg, si tu veux. Donc, grâce à DuckDB, en fait, on a une porte d'entrée à tous les formats qu'il est capable de lire. Et ça, c'est génial. Hein. J'ai lisé un article récemment où les gens commençaient à préférer DuckDB au format Panda, que ça allait plus vite encore. Ah oui. Voilà. Donc, oui. Puis il est out of core, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tout monter en mémoire. Hein. C'est ça. Parquet, j'ai juste à mettre .parquet. Très simple. D'accord. Très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai ma sortie, fichier parquet. J'ai un fichier parquet. Toujours DuckDB est toujours là pour me faire une petite requête sur mon fichier parquet. Donc, hop, j'ai mes lignes. OK. Tout va bien, voilà. Il y a 29 colonnes, il n'en montre que 6, parce que c'est DuckDB de façon ligne de commande. Hein. Ouais. Voilà. Et puis après, j'ai mon Excel. Donc, je suffixe par XLSX, et puis je run.
Voilà, bah, pareil, je suis un tout petit peu plus lent et je vais avoir mon fichier Excel. Et il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Donc là, hop, on se retrouve avec un fichier Excel qui est là D'accord. et qui est propre, qui a une petite en-tête. Les dates, c'est des vraies dates. Hein. Tu Là, les as reformatés à la volée? Bah, en fait, là, c'est le format qu'on lui a donné. Hop. D'accord. Donc là, si je mets ça, hop, il met bien 2011. Tu vois, il a bien reconnu que c'était une date. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, je peux m'en servir direct. Ouais, c'est pas, j'ai un string, il faut que je dise, ah bah tiens, ça c'est de la date. Ouais, c'est proprement formaté. Et du coup, la petite question, on peut faire de la transfo intermédiaire ou c'est pas prévu dans le Alors, c'est la source qui ferait la transformation. Ouais, c'est la source, d'accord. En fait, on peut faire de la transformation en lui poussant une query. Donc, la query, on a deux possibilités, hein, trois même. On peut lui dire c'est la table, qui prend tout. Ouais, On peut d'accord. lui dire c'est une query, donc là on fait un select de ce qu'on veut. Et Ou alors on peut lui mettre dans un fichier où on va avoir le SQL. Si on veut que ouais, ça soit d'accord. Donc tu transformes à la source, en à fait. la source. C'est la source qui transformerait, ouais, tout D'accord, à fait. d'accord, d'accord. Voilà, C'est sur un logique. export, pourquoi pas. Ok, donc là, maintenant on va essayer de passer sur des trucs un petit peu plus lourds avec un export en parallèle. Ok. Ok, donc sur mon serveur, sur ma machine, pardon, j'ai une base qui s'appelle tpch-test. Hop là. Voilà, je me connecte et je vous affiche les infos. Hop là. Donc j'ai plein de bases moi. tpch-test. Voilà, j'ai une table qui s'appelle order 15m. D'accord. D'accord, donc dedans j'ai de la data et j'ai 15 millions et une ligne. Ouais, ça commence à être raisonnable. Voilà, il y a 9 colonnes. Il y a 9 colonnes. D'accord. Donc là, ce que je dis, c'est que c'est ce que je veux sortir, hein, la source. D'accord. Et où je veux le sortir, je veux le sortir sur un D out data tpch parquet orders. Ok. Donc dans ce répertoire-là, et puis je veux que ça soit un fichier qui s'appelle orders_15m.parquet. Par contre, je lui donne une méthode qui n'est pas non. Donc la méthode, c'est la méthode de distribution. Donc là, on est en train de parler de parallélisme. D'accord. Et il faut que je lui donne une colonne. Donc dans cette table, il y a une colonne order key, qui est la clé. Et donc je dis, tu vas m'éclater la table suivant la clé avec un degré qui est -2. Donc -2, ça veut dire que je vais utiliser la moitié des cœurs de ma machine. Ok. Donc tu peux répartir la charge comme ça. Voilà, donc je peux mettre -3, ça sera un tiers des cœurs, -4, un quart des cœurs. Je peux donner 0, donc c'est tous les cœurs. Je peux lui dire je veux 12 cœurs en brut. Mais -2, c'est intéressant parce qu'en fait, ça s'auto-adapte. C'est ça. Donc tu charges à moitié la machine, en gros. Voilà. On va voir que, en fait, sur ma machine, j'ai aussi le SQL Server, donc lui aussi travaille. Ouais, c'est clair, d'accord. Donc j'ai besoin de lui laisser un petit peu d'espace. Si on regarde ce qui se passe au niveau de mon processeur, avant de le lancer, on va essayer de voir si c'est comme ça. Oui. Donc là, il ne se passe pas trop grand-chose. Hein. Pour l'instant, il tourne à vide, c'est ça. Voilà. J'ai rien fait. Donc là, je Voilà. run. Et quand je le lance, en fait, mon CPU, en fait, il monte, tu vois. Donc, Ouais. je suis là pour faire travailler mon CPU. Donc là, il a fini. Il a sorti les 15 millions de lignes en 6 secondes. Ça va. Score honorable. Ça fait 22 millions de cellules par seconde. Moi, j'aime bien cette unité de cellules par seconde parce que ça permet de se remettre à peu près, de se dire, OK, moi, je pourrais avoir ça, en fait. Avec, là, j'ai une machine qui a 16 cœurs. Donc, je pourrais espérer quelle performance avec mes données à moi. Donc, Ouais, on d'accord. calcule le nombre de lignes, on calcule le nombre de colonnes, on se dit, OK, bon, voilà, on a telle performance. Qu'est-ce qui s'est passé sur les données? J'ai un nouveau répertoire, parquet, orders, et à l'intérieur, j'ai plusieurs fichiers parquet. D'accord. Tu as ton range ID. Mes chunks, tu vois, qui ont Voilà, c'est été, ça. qui ont Ok, été exact. créés, voilà, et c'est plutôt bien réparti, D'accord. d'accord, parce que les fichiers ont à peu près la même taille. Je vois. Après, là, on l'a pas vu ici, mais
avec DuckDB, je peux lui demander combien j'ai de lignes dans ce répertoire, dans ces fichiers Parquet. Donc, c'est comme ça qu'on fait avec DuckDB. Il me dit bien que j'ai 15 millions de lignes. Si je lui dis, OK, vas-y, montre-moi ce qu'il y a dedans. Je peux lui faire un select étoile. Après, je peux lui dire de limiter, faire un limite à 100, par exemple, ou 1000. Donc là, en fait, il me renvoie les 1000 premières lignes du premier fichier, a priori. Ouais, donc, OK, ça a beau être éclaté sur plusieurs fichiers, DuckDB voit ça comme une table unique, en fait. Et alors, il n'y a pas que DuckDB qui voit ça comme une table unique. Il y a Snowflake, il y a Snowflake. Databricks, Ah il ouais. y a Fabric. En fait, ces outils-là, Cloud ou BigQuery, ils sont ravis d'avoir plusieurs fichiers. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est encore mieux pour eux. C'est encore mieux pour eux. Donc voilà, il y a plein de petites techniques comme ça. Là, on a fait comment ça s'appelle, le range ID. Et maintenant, en fait, on va s'amuser, on va faire ça avec du data driven et sur l'année. D'accord. D'accord. Donc, on rentre avec une règle logique. Voilà, avec une règle logique. Donc là, je vais effacer ça pour qu'on y voit plus clair. Hop, comme si c'est pas obligé, mais voilà. Donc là, je fais pareil. Je lance. Donc mon CPU va monter. Normalement, c'est ce qu'il doit faire. Il est peut-être déjà fini, non? Il tourne encore. Voilà, il a fini. Voilà, il a fini. C'est un petit peu plus long. Ça a pris 9 secondes. Et en fait, on voit, si on se met comme ça, hop là, on a le log complet. Là, il nous montre qu'il a exporté l'année 98 dans un répertoire qui s'appelle O Order Year égale 1998. Donc, Ouais, d'accord. on retrouve ici la partie fonctionnelle, le découpage fonctionnel. Et ça, c'est D'accord. intéressant. Parce D'accord. que c'est ce qu'on appelle le partitioning Hive. Et ça permet de découper. À l'intérieur, je retrouve un fichier Parquet qui ne sont pas tous la même taille, parce que les années ne sont pas forcément complètes. La 98 n'est pas complète par rapport aux autres. Ouais, d'accord. Donc, c'est un peu plus petit. Et je n'ai pas pu découper en... Ça allait plus lentement parce que j'avais moins de cœurs. Parce qu'il n'y avait que 7 années. Ouais, d'accord. Et donc, je ne peux pas aller au-delà du parallélisme. Je ne peux pas aller au-delà de 7. Ouais, d'accord. D'accord. OK. Non, écoute, ça paraît simple. La machine, enfin, l'outil s'auto-adapte à ce qu'il trouve. Exactement. Et donc là, si on passe par moi, tu vois, on va avoir un truc un petit peu plus malin. On va supprimer ça. Hop. Voilà. Donc là, on lance. Et cette fois-ci, en fait, il devrait monter plus haut parce que le degré de parallélisme par mois, il est plus important. Ouais. Il y a beaucoup plus de mois. Et donc, ça monte plus haut. Par contre, j'ai 7 années x 12 mois, donc je vais avoir 80, un peu plus de 80 mois. C'est un peu plus lent parce que c'est pas totalement efficace. Là, j'ai beaucoup de mois à exporter par rapport au nombre de cœurs qui n'est pas vraiment aligné. Donc, en fait, il va en faire tourner 16 en parallèle. Et puis, dès qu'il y en a un qui a fini, il continue. D'accord. Bon, après, le temps de traitement, il est ridicule, hein. Je veux dire, quelle que soit la méthode, là, tu passes de moins d'une seconde à quelques secondes. Pour la plupart des business, ça suffit plus que largement. Tout à fait. Alors moi, on a au ministère de la Justice, on a mis cet outil là pour faire des exports CSV. Donc c'est encore plus rapide des exports CSV, mais par contre, c'est un peu moins intéressant, moi je trouve. Mais bon. Et en fait, sans utiliser le parallélisme, on est passé de traitements qui duraient 15 heures à des traitements qui duraient 15 minutes. Ouais. Et après, on a dit, OK, on va essayer d'utiliser le parallélisme. Donc là, on est descendu à 8 minutes. Et après, je leur ai dit, mais en fait, c'est 8 minutes parce que c'est un petit serveur. Si vous étiez sur un plus gros serveur, on l'a mis en 4 secondes. Waouh. Donc, j'imagine 15 heures, 4 secondes, le choc. Ouais, c'est le choc. Mais bon, après, effectivement, l'autre outil avait des lacunes. Il ne savait pas bien gérer les blobs, alors que nous, on sait les gérer, on sait les manipuler. Et donc, ça a joué comme ça. Bon. Écoute, super. Voilà, donc tu vois, là, on peut filtrer. Là, tu vois, tu as une requête un petit peu plus complexe. On filtre à la source.
Là, tu as un autre test où en fait, on va envoyer sur S3 direct. D'accord. Donc là, ça va être plus fun. C'est-à-dire que là, je vais prendre un autre outil qui va essayer de vous montrer. Hop là. Voilà. Donc là, si je veux sortir ça, hop. Bah voilà. Donc là, c'est ce fichier-là qui va être régénéré. Si je le run, donc là, je pars sur S3. C'est toujours sur la table des 15 millions là ou Non, tu non, vois, non, là, j'ai pris seulement un mois. 1 mois, d'accord. Ok, Ouais. donc j'ai envoyé 193 000 lignes dans un fichier Parquet, mais sur S3. Donc là, si je le rafraîchis, il va être là. D'accord. Et là, après, on peut s'amuser à le faire de plein de manières différentes, quoi. D'accord. Et ton S3, il se trouve où? Il se trouve? Il est en Europe. OK, d'accord. Voilà, il est pas très loin de chez moi, hein, mais là, moi, je suis chez moi. Hein, là, on peut le faire. On va le voir. Order partition by month. On va supprimer ce qu'il y a pour bien que tout le monde le voit. DBO, non, ça c'est un autre truc. Voilà, donc ça je vais le supprimer. Hop. Voilà, donc si je retourne et je relance ce traitement, donc lui, il fait un export jour par jour, de plusieurs jours, mais seulement sur 31 jours. D'accord. Donc là, il a généré plein de fichiers. Là. Et tu as tout balancé sur S3. Il m'a tout balancé sur S3. Non, c'est par mois, d'ailleurs, excuse-moi. J'ai pris toute une année. J'ai pris toute une année. Ah, Donc d'accord. là, en fait, il a balancé sur S3, il y avait 2 millions de lignes, et il a mis 9 secondes. Quoi. Et sur D'accord. S3, de mon chez moi, hein, je suis pas sur Ouais, un... tu as un réseau familial, j'allais J'ai un dire. réseau familier, ouais, tout à fait. Donc, Ouais, c'est ça. bon, ouais, il y a la fibre hein, quand même, mais enfin, si on le refait, c'est ça qui est assez fun. On peut regarder l'effort sur le réseau. Hop là. Bah, enfin, c'est des traitements, ça reste dans l'ordre de Tu quelques vois, secondes et c'est le temps de cliquer sur le bouton, quoi. voilà, tu vois, il est monté à 500 mégabits. Ouais. Voilà, puis après, il s'est arrêté. Ouais, d'accord. Boum, boum. Moi, Ouais, bah, j'ai un réseau correct. Un réseau correct. voilà, donc tous les utilitaires de transfert ne sont pas égaux, hein. Voilà, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Ouais, exactement. Et là, tu vois, en fait, pour envoyer sur Azure, en fait, on change le format. Au lieu de mettre S3, on met ABFSS. Ouais, d'accord. Et en fait, on va aussi l'envoyer sur S3. Enfin, pas sur S3, sur Azure Data Lake Gen 2. Voilà, c'est ça et puis, tu es compatible, quasi avec Duck Lake, j'imagine, ouais, il y aurait pas grand chose à faire, hein. Ouais, là, après, il faudrait effectivement envoyer des ordres pour reprendre ça. Alors, nous, on s'est dit, ouais, c'est top ça. Ça peut s'intégrer dans un ordonnanceur pour copier une table ou plusieurs, faire des boucles. Mais il y a peut-être des clients qui voudraient aller plus loin et balancer toute la base. Hein, de Un dire dump, total. un dump total, voilà. Bon. Donc là, on a créé un autre outil en fait qui s'appelle Lake Express. Et Lake Express qui est aussi en ligne de commande. Et lui, en fait, son délire, c'est qu'il va pouvoir pousser toute une base ou un schéma. On peut lui dire, tiens, tu vas m'envoyer que tel schéma. Ou alors, tu peux filtrer pour exclure certaines tables avec des patterns. D'accord. Soit des listes de tables, soit des tables qui commencent par Toto, qui finissent par Titi, ce que tu veux. Et là, en fait, on a un paramétrage qui va te donner le parallélisme de BCP, donc le parallélisme des grosses tables, et puis le parallélisme multitable. Ouais, Donc d'accord. on va faire 2 parallélismes, en fait. Donc là, je vais aller voir où on est là-dessus. Donc on lui donne des ID, là, on donne un fichier de credential, et dans le fichier de credential, en fait, on va définir la source, donc la base de données sur laquelle on se connecte, les logins et passwords. On va définir la cible, donc sur le S3, où c'est qu'on veut écrire. Et on va aller voir, hop là.
Voilà, donc là, dans un contexte de migration totale de base, Ouais, ça pourrait très bien s'utiliser, quoi. tout à fait. Alors, ça peut s'utiliser et puis, hop là, ça va être ici. Ouais, bah, parfait. Ici, on le voit pas et après, en fait, tu peux l'utiliser aussi, pour te dire: «Bah, tiens, je veux migrer ou je veux envoyer, mon data warehouse, par exemple, dans Snowflake pour voir, juste pour voir, tiens, qu'est-ce que ça donnerait mon data warehouse sous Snowflake? Comment je pourrais l'utiliser?» Ou alors, ben, vraiment faire une migration, pour dire: «Bah, tiens, je vais prendre une source, je vais tout envoyer en staging, voilà, j'ai 50 tables, je les connais, les voilà, boum, et tout part». Tu as juste une ligne de commande à faire et c'est fait, quoi. Ouais, Donc, l'idée, c'est de lancer cet outil et cet outil, en fait, il va, hop là, ouais, si je super bien, hop là. Voilà, donc lui, en fait, il va se connecter, à la source. Il va générer des dumps de plusieurs tables ouais, d'accord. en même temps et les envoyer directement sur la cible, S3, GCS ou Azure et à la fin, en fait, on va se retrouver avec donc ici, si je retourne là, ici j'ai la base, en fait, je lui ai dit de déposer, ma base ici. Je retrouve mes schémas, Ouais, d'accord. d'accord? Donc, mes DBO, chaque table a un répertoire avec un fichier parquet. Avec ton parquet derrière, OK. Voilà. Sur les grosses tables, en fait, tu vas alors, je sais plus lesquelles c'est. Sur les grosses tables, tu vas pouvoir avoir, plusieurs fichiers parce que ça sera découpé et tu te retrouves aussi avec 2 fichiers qui contiennent, des informations sur ce qui de chaque table, Sur le manifeste, les métadatas. les métadatas et les colonnes. Le modèle.json, c'est toutes les colonnes décrites, avec les PK, où sont les PK, donc parce qu'à la source, on les connaît, tu vois? Si on les connaît, s'il y en a, Ouais, d'accord. on les D'accord. réécrit dans ce modèle.json. Donc ça, il y a des normes là-dessus qui s'appellent CDM, qui permettent ensuite de réimporter en masse, et de recréer finalement de l'autre côté, côté cloud, donc là, si je vais sur, comment ça s'appelle? Snowflake, j'ai créé un stage qui pointe vers mon répertoire Ouais, d'accord. et j'ai plus qu'à le réfléchir et en fait, je vais tout retrouver dedans. Donc, là, si j'y vais, là, je suis sur le voilà, donc je vais retrouver DBO, staging, mon modèle.json. Je peux aller voir, mes tables, tu vois? Bah, voilà, Ouais, tu as tout qui est pré-câblé pour être réimporté, ouais, exactement, rapidement. D'accord. exactement. Donc moi, je trouve ça assez cool, parce que juste une ligne de commande pour, faire tout ça, c'est quand même des heures et des heures de dev de gagner Non, on est d'accord. Non, et non, mais c'est c'est pas le plus intéressant dans le dev de ouais, faire des copies comme ça là. non, je suis d'accord. Heu, En fait, le plus intéressant, c'est de créer des modèles, après de tordre un petit peu la data, voilà. Nous, on pense qu'on a un produit qui est super efficace, qui est pensé, déjà depuis 2 ans et qui a été confronté à des dures réalités, on va dire. Ouais. Et on l'a étoffé là avec, Lake Express, avec un nouveau produit qui permet de pousser en masse en fait, ben, plusieurs, centaines de tables, hein, si c'est nécessaire, hein, ou Ouais. milliers même, hein, voilà. Bah, je vois que c'est bon, c'est prêt à l'emploi, c'est éprouvé et ça traite la volumétrie, c'est scalable et je sais qu'on a parlé un peu de prix de l'outil. C'est des prix que j'estime, entre guillemets «ridicules». Enfin, voilà, c'est des prix, abordables vraiment pour tout le Ouais, monde. ouais, ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est là aussi en fait, nous on est neuf et puis en fait on a vocation à être, assez agressif au niveau des tarifs. Nos tarifs, ils sont en ligne sur le site art.io. Vous pouvez aussi télécharger des démos, hein, enfin des trials Ouais, d'accord. pour certains produits, pas pour tous, mais pour certains. Là, le Lake Express, le dernier, il est relativement neuf, donc il est pas encore dans la price list. Activé, d'accord. Mais sinon, effectivement, on est tarifé à peu près à 2 500 € par an, Ouais, pour toute la compagnie. Donc il y a pas de notion de volume. c'est ça. Non, mais c'est des coûts ridicules, c'est Ouais, c'est je ça, confirme. c'est pas très cher, c'est pas très cher. Voilà, exactement.
Et voilà, donc nous, ce qu'on vend, c'est bien sûr le produit. On a besoin de beaucoup de clients pour Ouais. être rentable. Après, on vend aussi de la prestation pour aider nos clients à être meilleurs encore, parce qu'on les aide dans plein de choses, dans les réglages de la base source, dans les réglages de la base cible, s'il faut. Voilà, on a aussi d'autres portes pour. Ouais, voilà, tu pour- as on a toutes double les casquette. connaissances pour, faire le tuning, source, le tuning cible, voilà. C'est pas juste le produit, démerdez-vous, c'est, l'accompagnement, évidemment autour. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord et pour, voilà, pour un prix vraiment, vraiment abordable. Voilà, et Et là, on est en train de ouais, travailler, tu vois, sur les shortcuts du côté fabrique, pour essayer, pareil, de les importer, parce qu'en fait, c'est pas très difficile. Une fois que tu es sur fabrique, tu peux créer des shortcuts qui pointent vers ton stockage. Et une fois que tu es là, en fait, tu lui dis, OK, je veux récupérer la table orders, par exemple. d'accord. Et lui, il te dit, OK, pas de souci, je vais te créer une shortcut. Donc, c'est pas une table, c'est un raccourci vers une table. Tu retrouves en fait ton partition by day et tu peux lui dire, vas-y, charge-moi des Et tables d'accord, et là dans tu une charges nouvelle table. Et là, physiquement le ouais, d'accord. il va vraiment te le créer. Il va vraiment te créer ta table et là, tu pourras la voir en SQL, faire des requêtes et tout, quoi. Waouh! Ouais, donc migration, pas instantanée, mais vraiment facilitée et Ouais, accélérée. ouais, 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 ouais. Nous, là, on est en train de travailler sur de l'outillage pour côté Snowflake ou Databricks, essayer d'automatiser une fois qu'on a dumpé ça dans un lake, de recréer des objets côté Snowflake, enfin base cloud, data platform, pour qu'ensuite le staging soit tout prêt à être consommé, quoi. Soit des tables externes, soit des shortcuts. Ça va dépendre en fait des technos, hein, mais voilà. Bon, bah, écoute, merci pour la démo parce que là, c'est presque, réemployable tel quel. Remets-toi sur le pour finir sur ton slide, voilà. Donc c'est harp.io. Ouais, Heu, Arb.io, et puis voilà, il y a plusieurs produits, voilà, vous pouvez fouiller un petit peu. Il y a plein de trucs à voir. On a plein d'exemples dans la documentation. On a des centaines d'exemples, donc pour partir, c'est plutôt pas mal. Moi, je fonctionne beaucoup à l'exemple, donc les templates. ouais, c'est ça. En fait, on a des petits wizards en fait sur les outils, Fast Transfer ou Fast BCP. Sur le site, ils sont pas très bien encore. Mais tu peux lui dire, OK, je veux construire ma ligne de commande. Qu'est-ce que j'ai en source? D'accord, d'accord, d'accord. Comment je me connecte? Qu'est-ce que je veux en cible? Voilà, quand on est D'accord et ça te construit ton fichier de config. et Pas ton ça construit la ligne de commande. ouais, là, c'est ça, voilà, ta Voilà. ligne de commande. Une fois que tu en as fait une, après, souvent, ce que je vois, moi, chez mes clients, c'est que ils construisent un template. Et puis après, ils valorisent en fait, hein, ils font soit des boucles, ils les injectent dans des outils comme SSIS ou du Airflow ou que sais-je. Et, ils gardent leurs outils et gardent leurs fonctions d'ordonnancement parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils surveillent les traitements, mais Ouais. ils changent le moteur. Ils se disent, bon, on va arrêter de passer 15 heures pour sortir des fichiers CSV, quoi. Enfin, voilà, on va aller plus vite et puis terminer, quoi. Bon, Et bah, écoute, super, je vois ça. voilà, comme c'est pas tarifé à l'utilisateur ni au volume, tu peux le distribuer un peu partout en fait. Bah, clairement, là, tu as pas peur d'y aller parce que tu pas de volume derrière, enfin, tu pas tarifé au volume, donc pas de surprise. Ouais, C'est un coût, flat, flat, ouais. prévisible sur l'année, donc bon, banco, moi je dis: «Il faut pas hésiter» et tu as quelques belles références déjà, Ouais, bravo. ouais, 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 c'est cool, hein, c'est cool. Bon, écoute, merci, merci, on a dépassé l'heure. J'aurais pas pensé, tu vois? Mais démo après démo et puis, Ouais, ouais, ouais. écoute, merci pour cette mini masterclass, présentation démo de Fast BCP, Fast Transfert. C'était, Romain Ferraton Top. pour, le Data Sommelier. Beh, je te dis à très bientôt pour la suite de l'outillage. J'imagine que tu vas peut-être pas t'arrêter là, tu vas développer d'autres trucs. Ouais, exactement, on adore. Bon, génial. Écoute, Merci merci. Stéphane. À très bientôt. Salut.